Bienvenue sur l'Autruche et le Colibri, un guide pratique pour repenser ses habitudes de consommation et entamer une transition écologique. Je suis Delphine, simple éco-citoyenne, comme vous qui m'écoutez, et j'ai créé ce podcast pour faire ma part et nous aider, vous et moi, à ouvrir les yeux sur notre impact sur la planète. Une fois par mois environ, je choisis un sujet et je le décortique pour comprendre ce qui pose problème pour l'environnement. Et puis je propose des solutions, des alternatives. Vous en avez assez de faire l'autruche ? Vous voulez passer à l'action concrètement ? Eh bien vous êtes au bon endroit. Si vous souhaitez aider cette initiative, likez, notez, commentez le podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Cela permettra à d'autres de le découvrir. Alors, prêt à ouvrir les yeux ? C'est parti ! À la sortie d'un été particulièrement bouillant dans le sud de la France et un mois d'octobre 2023 le plus chaud jamais enregistré, j'avais envie d'en savoir plus sur ce que nous réserve l'avenir. Le dernier rapport du GIEC prédit un réchauffement global médian de plus 3 degrés à l'horizon de cette fin de siècle si on continue sur la tendance actuelle et si on ne fait rien. Il est maintenant illusoire de penser qu'on peut limiter cette hausse à plus 1,5 degré comme le stipulent les accords de Paris, et en France on travaille déjà, ou devrais-je dire enfin, sur les conséquences d'un réchauffement à plus 4 degrés. Alors bien sûr, on aura toujours des climato-sceptiques pour nous rappeler qu'il a plu cet été en Bretagne, ou qu'il a fait froid. J'ai la chance de travailler dans une entreprise où les salariés sont engagés, impliqués et concernés par l'avenir de la Terre. Parmi ceux-ci, Mélodie. Elle est climatologue et a accepté de répondre à mes questions pour mieux comprendre les phénomènes liés au changement climatique, démêler le vrai du faux et aborder les conséquences concrètes pour nous au quotidien d'un monde à plus 4 degrés. Je vous propose d'écouter cet entretien avec Mélodie et cette première partie nous permettra de revoir les bases. Quand on parle de changement climatique, de quoi parle-t-on exactement ? Bonjour Mélodie, Bonjour. bienvenue sur l'Autruche et le Colibri. Je te remercie de jouer le jeu finalement de l'interview autour de ce sujet qui est majeur, qui est le changement climatique. Avec plaisir. Avant toute chose, je propose que tu te présentes et que tu expliques en quoi consiste ton métier, puisque aujourd'hui tu es là en tant que climatologue. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce mot ? Je suis donc climatologue. Pour ça, j'ai fait des études de physique, puisqu'il y a plusieurs moyens d'arriver à ce statut de climatologue qui n'est pas un statut officiel. Mais donc, j'ai fait des études de physique du climat et d'océanographie, et je me suis spécialisée par la suite dans tout ce qui était adaptation au changement climatique, et en particulier là dans le secteur de l'énergie, même si à un moment donné, j'ai ouvert un peu les horizons dans le monde de l'assurance, et donc avec plus de variables, augmentation du niveau des mers, la santé, etc. Le métier de climatologue, concrètement, il est basé sur 4 principales activités, on va dire. Il y a toute une partie qui va être de l'observation de terrain, parce que on a besoin de comprendre ce qui se passe dans l'historique pour pouvoir voir le futur. Donc il y a toute une partie de gestion de la donnée, que ce soit in situ, satellitale, de comprendre ce qui se passe. Toute une partie de modélisation, qui est du coup moi plus mon appétence au départ parce que je suis physicienne, et donc d'arriver à comprendre quelles sont les lois derrière ce qu'on observe pour essayer de les projeter dans le futur et voir qu'est-ce qui va arriver. Il y a toute une partie du coup forcément d'interface science-société de plus en plus aujourd'hui, qui va dépendre donc des profils aussi des chercheurs parce que c'est pas leur métier premier, mais de rendre toute cette information-là disponible pour l'aide à la décision finalement. Et donc la quatrième partie qui est un petit peu l'interaction entre toutes ces parties-là, qui va être beaucoup plus une partie analytique. On va dire il y a les gens sur le terrain ou qui font de l'analyse de satellite qui prennent la donnée, les gens qui vont modéliser avec des outils mathématiques, les gens qui vont communiquer dessus, même si souvent c'est transversal, et toute la partie d'analyse de tous ces outils et de faire le lien du coup entre les sorties de modèles, qu'est-ce que ça veut dire, les observations, comment est-ce qu'on assimile ces différentes sources d'informations. Maintenant qu'on sait ce que c'est qu'un climatologue, quand on parle de réchauffement climatique, de quoi on parle exactement ? Déjà, on parle plus d'un changement climatique qu'un réchauffement climatique aujourd'hui, dans le sens où, quand on parle de réchauffement, on va parler de moyenne, qui recouvre une grande diversité de comportements qu'on va avoir à l'échelle locale. Donc c'est pour ça que souvent le terme de changement climatique est plus adapté, parce qu'à un endroit, ça peut se refroidir, à un autre endroit, se réchauffer. Donc c'est toutes ces modifications-là qu'on va étudier. C'est important ce point, je me permets de rebondir dessus parce que beaucoup de gens pensent que le changement climatique, c'est le réchauffement climatique. Ça veut dire que ça se réchauffe partout. Et quand on voit que on a eu de la canicule par exemple cet été dans le sud de la France et qu'en Bretagne il a plu, il y a toujours des gens pour dire non, en fait il n'y a pas de réchauffement climatique puisqu'il a plu en Bretagne. Non, tout à fait. Et c'est hyper important pour comprendre aussi les nuances aussi en termes d'intensité et de fréquence qu'on va observer à l'échelle locale. Je pense qu'on en parlera plus, mais quand on parle d'un réchauffement climatique global de 2, 3, 4 degrés,
La réalité locale qu'on va vivre, c'est pas du tout 3 degrés, parce que ça, on a l'habitude entre l'hiver et l'été, il y a aucun problème, on sait le gérer. C'est qu'on parle d'ordres de grandeur qui sont vraiment différents à l'échelle locale. Quand on parle de 2, 3, 4 degrés, c'est vraiment une moyenne sur l'ensemble du globe, en prenant les pôles comme l'équateur, donc forcément, c'est complètement lissé. C'est on va dire, des métriques qui ont été faits au départ pour justement de l'étude fondamentale du climat, pour comprendre comment ça fonctionnait. C'est pas des métriques qui étaient faits au départ pour de la communication et comprendre ce que ça veut dire pour les gens. Le changement climatique, du coup, qu'est-ce que c'est ? Le changement climatique, il y a 2 façons de le voir pour moi. Il y a une façon qui va être assez académique, qui est ce qu'on appelle le forçage radiatif, qui est l'effet de serre, globalement. C'est-à-dire que ça va être une différence entre la quantité d'énergie que la Terre reçoit et qu'elle va renvoyer vers l'univers. Et cette quantité d'énergie-là, on en a besoin. On va dire que c'est un savant équilibre de la Terre qui est fait principalement par ce qu'on appelle les gaz à effet de serre. C'est-à-dire qu'on a de l'énergie qui arrive, la Terre l'absorbe, réémet sous forme d'infrarouge et dans d'autres gammes de fréquences. Et tout ce qui va être donc les gaz à effet de serre, mais aussi les nuages, vont absorber une partie de cette énergie. Et c'est ce qui rend la Terre vivable. Sans gaz à effet de serre, on serait autour de moins 18 degrés en moyenne. C'est pas du tout des conditions qui sont bonnes pour nous. L'idée du changement climatique, c'est que du coup, on a une modification dans les gaz à effet de serre dans l'atmosphère qui font que du coup, on va garder plus d'énergie et qui font que du coup, on a plus d'énergie dans le système. Et comme tout système qui a plus d'énergie, il a besoin de la réexprimer, entre guillemets, et c'est pour ça qu'on va avoir plus d'événements extrêmes, qu'on a des mers plus chaudes, enfin tout ça, c'est des traductions de « il faut qu'elle ait quelque part l'énergie ». Donc ça, on va dire, c'est la première façon un peu académique, mais qui est complètement juste. La deuxième façon, qui est juste un autre prisme, qui est le fait de le voir comme une accélération des cycles, et en l'occurrence du cycle du carbone. C'est-à-dire que comme on était dans un état d'équilibre aujourd'hui, où le carbone sur Terre, il est dans l'atmosphère, mais aussi sous forme de pétrole sous la Terre, sous forme de CO2 absorbé. Il y a tout un schéma du cycle du carbone comme ça, de la même manière qu'on a un schéma du cycle de l'eau qui passe des nuages, qui ruissellent, qui retournent dans l'eau, qui s'évapore. On a le même type de schéma avec le carbone. C'est dommage, celui-là, on l'étudie pas à On l'école. l'étudie très peu, mais vraiment, il est fondamental. Et du coup, le concept, enfin, on va dire les sources du changement climatique aujourd'hui, c'est vraiment juste qu'on a accéléré ce cycle-là en allant chercher, en fait, toute la matière fossile à l'intérieur de la Terre et en la brûlant beaucoup plus vite que ce qui aurait été fait à l'état naturel. Ce serait retourné à un moment donné dans l'atmosphère ou dans d'autres parties, mais aujourd'hui, on a mis un sacré coup d'accélérateur là-dessus. Et du coup, le déséquilibre, il vient du fait que, du coup, on a changé ces différentes masses et qu'aujourd'hui, la Terre n'est pas capable d'absorber le carbone au même niveau que ce qu'on émet. Et donc, les océans font un travail incroyable en ce moment, les forêts aussi. Ça fait partie des systèmes un peu tampons où on attend de voir jusqu'où ils vont arriver à réguler aussi nos excès là-dessus. Mais du coup, ce gaz à effet de serre qui est le dioxyde de carbone, qui en est qu'un parmi d'autres, mais qui est un des majoritaires aujourd'hui dans ce qu'on observe, il vient juste du fait qu'on a accéléré ces cycles-là et que du coup, c'est un dérèglement. Alors, en quoi ce changement climatique il diffère de variations climatiques naturelles finalement ? Parce qu'on peut se dire qu'il y a des phénomènes qui existent naturellement. En quoi on sait exactement que ce qui se passe, c'est dû différent. à un changement climatique ? Alors oui, on peut le dire parce que c'est vrai, il y a des phénomènes naturels qui font varier le climat à l'échelle des milliers d'années globalement. C'est ce qu'on appelle les cycles de Milankovitch. C'est des choses qui sont assez bien connues et qui viennent de paramètres astronomiques. Donc globalement, c'est la distance entre la Terre et le Soleil et les paramètres d'obliquité. Donc est-ce que la Terre est plus ou moins penchée par rapport à son axe ? Et ces paramètres-là vont faire que à l'échelle de milliers d'années, on a ce qu'on appelle les cycles glaciaires et interglaciaires. Donc ces changements-là de grande amplitude qu'on connaît bien, qu'on a souvent étudiés sur les épisodes préhistoriques, avec voilà, des centaines de mètres de glaciers sur Lyon, enfin voilà, c'est d'autres climats. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'entre une période glaciaire et interglaciaire, on est entre, on va dire, 4 et 5 degrés d'écart en température moyenne de la Terre. Donc quand on parle de changement d'ordre de grandeur de 4 à 5 degrés, c'est l'équivalent d'une période interglaciaire à une période glaciaire. Super. Voilà. Mais au moins, ça donne une relativité sur l'aspect local dont on parlait aussi tout à l'heure. C'est de ça dont on parle. Il y a d'autres facteurs, évidemment, qui jouent naturellement sur le climat. Il y a des éruptions volcaniques qui peuvent faire descendre ces températures quasiment de 1 degré sur quelques années. Je m'arrête là-dessus parce que j'ai écouté justement ce matin un autre podcast où ils en parlaient. Quand on a une éruption volcanique, en fait, on a des particules qui rentrent dans la stratosphère et qui font bouclier
on observe une diminution de la température localement, en fait, jusqu'à un an presque. Ça reste anodin, mais en même temps pas tant que ça, parce qu'à l'échelle de la Terre, ça peut être intéressant. Oui, absolument. C'est plutôt des phénomènes à l'échelle locale, mais ça peut arriver que ce soit à des échelles beaucoup plus importantes. Et comme tu dis, ça va jouer sur, on parlait tout à l'heure de bilan radiatif, donc c'est vraiment la quantité d'énergie que la Terre reçoit, cette espèce de bouclier d'aérosol, donc de particules émises par les volcans qui vont se mettre dans l'atmosphère, ça va vraiment juste renvoyer une partie du rayonnement et du coup on en a moins qui arrive jusque la Terre. Donc ça fonctionne là-dessus et on a par exemple les peintures de Turner, c'est une des choses qu'on connaît. Il y a toujours une atmosphère qui est hyper orangée. Et il y a eu une éruption volcanique en vrai pendant l'année d'avant qui a été extrêmement importante, une des plus grosses qu'on a eues depuis les années 1600, on va dire, qui du coup a émis énormément d'aérosols. L'aérosol, ça joue sur les rayonnements et ça faisait du coup toutes ces lumières un peu particulières qu'il y a eu pendant quasi un an qu'on retrouve chez Turner par exemple. Ah d'accord. Voilà, c'était l'anecdote du jour. La minute culturelle. Donc par rapport aux variations naturelles, on sait aujourd'hui attribuer ce qui incombe au changement climatique ou pas? Absolument. Disons que donc on a tous ces paramètres-là qui jouent naturellement sur le climat. La grosse différence, c'est déjà l'ordre de grandeur temporelle. Si on parle des cycles astronomiques, on est dans l'ordre de milliers d'années sur un changement. Là, ce qu'on observe, on est sur l'ordre de dizaines, voire centaines d'années. Donc la grosse différence avec le changement climatique actuel, c'est sa rapidité et son intensité. C'est-à-dire qu'on a eu des augmentations. On a déjà connu des taux de CO2 aussi forts dans l'histoire de la Terre. Mais sur une durée de 50 ans, des augmentations pareilles, c'est des choses qu'on n'a jamais vues. Et sur la partie après, voilà, les cycles du Soleil, c'est des choses qu'on connaît très bien, qui sont sur des cycles de 11 ans, donc qui ne nous permettent pas d'expliquer le changement climatique qu'on voit aujourd'hui, qui est sur des plus grandes amplitudes. De la même manière, les volcans, on sait que ça peut atténuer, mais sur des ordres de grandeur beaucoup plus courts et une échelle plus locale. Donc aujourd'hui, on est capable de dire que ce réchauffement climatique, il est différent de ce qu'on a observé et qu'il a une origine anthropique. Donc on arrive du coup à déterminer ce qui est vraiment dû à l'homme de ce qui est naturel et Exactement. ce qui aurait pu se passer sans notre intervention sur Terre, qui est magnifique. Ça recoupe une des questions qu'on avait, qui est toute la question d'attribution au changement climatique et des événements extrêmes. C'est vraiment c'est la même méthodologie en fait. C'est qu'on regarde soit dans l'historique, soit avec les modèles dans le futur, on va dire, quel aurait été le climat sans forçage du coup anthropique, donc sans toute cette intervention de l'homme-là. On voit quel aurait été le climat dans ce cas-là. On fait une comparaison, en fait, on est capable d'estimer ce qu'on appelle la variabilité naturelle. C'est-à-dire que le climat, c'est pas quelque chose qui est déterministe, c'est pas quelque chose où on peut dire dans 30 ans, il va faire tel climat à tel moment. On a une gamme de possibles de ce qu'on imagine, justement en prenant en compte toutes ces variabilités naturelles-là. S'il y a une éruption, s'il y a les cycles solaires, on a une gamme de possibles et c'est ce qu'on appelle la variabilité naturelle. À partir de cette variabilité-là, on va regarder, c'est ce qu'on appelle un événement extrême en fait, et ce qu'on sort de la variabilité, et du coup on n'est pas dans quelque chose de classique. Et cette variabilité naturelle-là, on peut la calculer avec et sans changement climatique, et du coup voir en fait, est-ce que cet événement-là, il aurait pu arriver dans un climat classique, ou est-ce qu'en fait, si on ne prend pas en compte la source anthropique, c'est impossible que cet événement-là arrive. Et ça, il y a un outil incroyable là, qui est sorti il y a quelques mois, qui est fait par un chercheur français qui s'appelle David Defaranda, qui est un outil qui s'appelle Climameter et qui justement propose d'analyser un petit peu en temps réel les différents événements extrêmes qui arrivent au regard de cette question-là et qui dit globalement quelle est la part de variabilité, quelle est la part de changement climatique, est-ce qu'on peut l'attribuer. Et donc là, voilà, ils ont analysé les dernières vagues de chaleur en Europe, les inondations qu'il y a eu au Canada. En termes de veille, c'est intéressant. Alors, est-ce que tu peux simplement, mais simplement, si tu peux, nous expliquer comment on en est arrivé là, à ce changement climatique, à ces événements extrêmes et à tout ce qui va s'en suivre après, on verra par la suite. Bon, là, du coup, on rentre plus dans de l'histoire des sociétés que de l'histoire des sciences. Mais globalement, c'est vraiment des questions d'apport énergétique au départ. En tout cas, nous, c'est comme ça qu'on nous le présente en cours sur l'évolution des besoins énergétiques qu'on a pu avoir et la question assez cruciale de la quantité d'énergie comprise dans les matériaux qu'on va aller chercher. Parce que ça, dans l'histoire de l'homme, on a toujours cherché à minimiser l'effort et maximiser l'énergie produite, on va dire. Au départ, on poussait nos charioles, c'était fatigant. On a mis des chevaux parce qu'ils étaient plus puissants, ils avaient une capacité énergétique plus forte au final. Et du coup, ça fait un peu partie des quêtes depuis toujours de trouver le moyen de produire de l'énergie le plus facilement possible. Parce que
pour nous en tant qu'humains, c'est quand même vachement important. Et donc, il y a eu tout un ensemble d'étapes là-dedans, mais on s'est retrouvés à utiliser de manière massive du charbon et du pétrole parce que la capacité énergétique de ces produits-là est très élevée. En termes de chiffres, si on regarde, globalement, pour une tonne de bois, il nous faut 260 kilos de charbon, donc c'est forcément déjà beaucoup moins impactant, 170 kilos de pétrole et 80 milligrammes d'uranium. Donc c'est aussi pour ça qu'on s'est tourné un moment vers le nucléaire en se disant que d'un point de vue capacité énergétique, ça n'a rien à voir. Après, en termes d'exploitation, c'est autre chose aussi. Mais du coup, cette partie charbon et pétrole a été relativement abondante pendant toute une période, avec une capacité énergétique qu'on n'avait jamais connue. Donc, sur une ère, on va dire, pré-industrielle, ne nous mentons pas, moi je comprends le choix. Ça a permis de faire des choses qu'on n'imaginait pas. Le problème, ça a été à partir du moment où toutes les sonnettes d'alarme ont été tirées en disant en fait, ça n'a pas de conséquences. Tout ce qu'on réémet dans l'atmosphère, on sait qu'il va y avoir un déséquilibre qui en découle. Là, la vraie question de comment on en est arrivé là à partir du moment où on a su et où ça a été documenté est un peu différente et sort de plus de mon cadre d'action, disons. La sonnette d'alarme, on la tire depuis déjà les années 70. Oui, même avant. Enfin, 70, on va dire en France, en tout cas, c'est vraiment là où il y a eu le grand boom avec du coup Claude Delorius et Jean Jouzel. C'est des paléoclimatologues. Donc eux, à la base, ils étudient des carottes de glace en Antarctique. C'est la grande période des expéditions antarctiques. Et à partir de là, qu'il y a eu toute la médiatisation qui arrivait aussi. Ils sont passés sur les plateaux télé, tout ça, tout ça. Donc ça a été un peu le grand boom là-dessus qui a été, on va dire, très repris après dans les années 2000 par Al Gore, avec Une vérité qui dérange, qui a beaucoup marqué aussi d'un point de vue communication scientifique là-dessus. Et alors ces énergies fossiles, elles sont très intéressantes parce qu'on a beaucoup plus de capacité d'énergie avec du charbon et du pétrole, mais l'inconvénient, c'est les émissions de gaz à effet de serre. Oui, et c'est là tout le drame de l'histoire. C'est que donc c'est des gaz à effet de serre qui vont donc stocker cette énergie qui est réémise par la Terre et qui du coup va bouleverser l'équilibre dans lequel on vit, que ce soit en termes, on parle souvent, comme tu dis, changement climatique, événements extrêmes, impact sur l'homme au final, mais même en termes de biodiversité. Ce qu'on est en train de vivre est du jamais vu. Maintenant, je pense que ça y est, on peut le dire. Si on regarde des indicateurs comme l'indicateur Planète Vivante, qui regarde du coup quelle est la masse d'animaux vivants sur un certain nombre d'espèces, on est à moins 70% aujourd'hui, si on regarde par rapport au début 1900. Et on sait que les écosystèmes sont quand même très reliés. Donc, on va dire les impacts en termes de changement climatique, mais aussi sur les écosystèmes, sont extrêmement importants, et de par cette consommation d'énergie fossile humaine. Alors justement, ces conséquences aujourd'hui sur la nature, la biodiversité, concrètement, qu'est-ce qu'on va voir de plus en plus, qu'on voit déjà aujourd'hui, mais à quoi il faut qu'on s'attende? En général, on va catégoriser les changements en deux types. La partie changements chroniques, qui vont être des changements de moyenne, et c'est ce qu'on va commencer à appeler les nouvelles normales climatiques aussi. On sait que le climat aujourd'hui correspond plus à celui d'il y a 50 ans. Et la partie du coup risque acute en anglais, enfin tout ce qui va être événement extrême et ce qui ponctuellement va nous impacter. Les deux sont importants, notamment par exemple en termes de santé. On sait que le risque chronique, il va être aussi extrêmement impactant. Il n'y a pas que l'événement extrême qui va faire qu'on meurt à un moment donné, disons. On en parle peu de ça, mais je pense que c'est important. On en parle assez peu. On en parle assez peu aussi pour des questions... Alors là, ça va être peut-être une précision scientifique qui n'intéresse que moi, mais il y a des grandes questions de comment est-ce qu'on référence le changement. De dire qu'au départ, on parlait toujours, quand on dit plus 1,5 degré, plus 2 degrés par rapport à une norme de 1850, ça a changé ces dernières années parce qu'on s'est dit, moi, mon adaptation, je la fais pas par rapport à 1850. Mon corps, il est adapté à mon climat actuel, donc ce qui m'intéresse, c'est combien ça change dans les 20 prochaines années pour avoir mon potentiel d'adaptation. Ce qui est cohérent sur cette métrique adaptation, mais ce qui va complètement brouiller aussi l'information, parce qu'au final, on se retrouve toujours avec des plus 1 degré. Juste, c'est pas la même chose si tu regardes depuis 1850 ou depuis 2000. Voilà, cette distinction-là va jouer sur cette partie risque chronique aussi, puisque l'adaptation se fait quand même aussi au fur et à mesure. Mais c'est des choses, typiquement sur la partie qualité de l'air, qui est du changement climatique, mais pas que. Tout ce qui va être risque cardiovasculaire sur la chaleur. Il y a voilà, tout un ensemble de risques, là, plus santé sur la partie chronique, mais aussi vraiment écosystémique. L'augmentation de température des océans, par exemple, l'augmentation du niveau des mers, c'est des risques chroniques au départ.
Après, ça fait qu'il y a des inondations plus fréquentes, donc ça va jouer, par exemple, sur les systèmes côtiers. On le verra plus dans les extrêmes, mais une île qui se retrouve submergée 90% du temps, c'est un risque chronique, par exemple. Donc voilà, on a toute cette partie-là qui est du coup moins froufrou paillettes d'un point de vue communicationnel, mais qui existe, et toute la partie événement extrême en tant que tel. Alors, je m'arrête Ouais. juste sur ce 4 degrés, parce Oui. qu'aujourd'hui, en fait, ce changement climatique, on s'attend à quoi? On s'attend à combien et d'ici quand? Parce que du coup, on entend ce que les accords de Paris voudraient, on entend 2 degrés, on entend 4 degrés. Où est la vérité? Alors, c'est le concept d'un scénario prospectif, évidemment. Il n'y a pas de vérité. Mais la façon dont les choses sont pensées, c'est donc de scénariser le futur. On va scénariser le futur pour essayer de imaginer quels sont les mondes dans lesquels on va vivre. Aujourd'hui, les scénarios sont plus faits. Avant, on imaginait voilà comment la société va évoluer, voilà le monde que ça va donner. Très vite, on s'est rendu compte que faire ça, ça nous emmenait vers des mondes qui n'étaient pas du tout vivables, à plus 6, plus 7, plus 8 degrés, qui n'étaient pas souhaitables pour pouvoir y arriver. Donc maintenant, on fait l'inverse, on fixe des limites et on se dit, si jamais on voulait s'arrêter à 2 degrés, quelle est la société qui peut nous permettre d'aller là-bas? Si on veut aller à 4 degrés, quelle est la société qui peut nous permettre d'aller là-bas? Et c'est pour ça qu'à un moment donné, on a beaucoup parlé de cet objectif de degrés, parce que c'était un consensus pour essayer de limiter les impacts, mais qui soit quand même réaliste d'un point de vue changement sociétal. Mais ce chiffre de degrés-là, c'est pas un chiffre qui est fixe, on va dire. Personne s'est dit, d'un point de vue scientifique, à partir de 2 degrés, on dépasse un seuil, c'est la fin du monde, on ne peut plus l'arrêter, on va dire. C'est un seuil, on ne sait pas trop exactement s'il vient du côté science ou politique, mais qui a été défini en se disant là, on a un compromis qui peut-être est réaliste et nous permet de encore s'adapter sur certaines choses. La communication a été beaucoup faite sur l'écart entre 1,5 et 2 degrés, par exemple, euh, pour montrer que, justement, quand on donne ce chiffre à l'échelle globale là, la réalité d'un changement de 0,5 degrés à l'échelle globale, elle est colossale pour nous comme pour les écosystèmes. C'est beaucoup moins de feux de forêt, c'est beaucoup moins d'inondations, c'est une chance de pouvoir préserver une partie des calottes, enfin en tout cas des glaciers et des calottes polaires. C'est sur ce genre d'impact-là qu'on va discuter. Mais donc, on a différents scénarios qui existent. Le 1 degré, 2 degrés. Quand on parle de 4 degrés, jusqu'à présent, c'était ce qu'on appelait un scénario extrême, donc qu'on essayait d'éviter. Ça a changé avec le nouvel exercice du GIEC, qui fait qu'on peut monter maintenant jusqu'à 6 ou 7 degrés, parce qu'on voit que l'effort sociétal n'est pas forcément aussi important que ce qu'on aurait pu imaginer. Mais là, comme on le disait, le shift de 4-5 degrés, c'est une période interglaciaire. J'ai entendu que l'État français commençait à travailler sur ce scénario-là. Oui, ce qui, honnêtement, de mon point de vue scientifique, est une bonne nouvelle. C'est une très mauvaise nouvelle d'un point de vue sociétal et de ce qui va arriver. Fermer les yeux et se dire que ça ne va pas arriver quand on voit l'évolution de la société actuelle, ne pas prévoir, c'est déjà gémir, quoi. On est vraiment sur du montagne. Donc, on va dire que même d'un point de vue psychologique, le fait des fois d'imaginer le pire nous permet d'agir de manière plus rapide. Tant qu'on n'a pas une image de ce que ça veut dire le 4 degrés, c'est difficile de se dire, de sortir du déni, on va dire. Donc le fait que même à l'échelle de l'État, on commence à avoir des vrais scénarios de Paris en 2050 ou en 2100 avec plus 4 degrés, mais du coup, qu'est-ce que ça veut dire en 2030, en 2050? C'est des jours à 40 degrés, c'est comment, enfin voilà, donner une réalité concrète sur les principaux risques qu'on regarde aujourd'hui. Donc c'est, comme on disait, les vagues de chaleur, les feux de forêt, l'augmentation du niveau des mers, les risques de santé qui sont quand même du coup qui découlent de tout ça, les inondations et les crues. Avoir une vision un peu 360 de ces risques-là pour différents scénarios, c'est pour moi absolument essentiel. En France, on travaille sur plus 4 degrés et dans le monde, on est sur la même logique. Ça dépend vraiment de la politique mise en place. Et encore en France, ça dépend de où, mais oui. Disons qu'on travaille sur du 4 degrés. Il faut savoir que le bassin méditerranéen se réchauffe plus vite que l'ensemble du globe. On a des systèmes atmosphériques et d'océans qui font qu'on a tendance à être un peu plus rapide. En montagne, ça se réchauffe beaucoup plus vite. Et oui, en France, aujourd'hui, on est à plus 1,7 degrés. Là, en l'occurrence, le plus 1,7, il est par rapport à la moyenne entre 90 et 2000, donc même pas 1850, alors que dans le monde, on est autour de 1,2. Donc ça va plus vite. Et en l'occurrence, en région PACA, encore plus vite chez nous. Très bien. Mais voilà, après, c'est des questions d'adaptation. En fait, c'est vraiment, pour moi, le discours de ces scénarios au départ, il était là aussi. Le GIEC, il a été fait pour faire de l'aide à la décision. Donc c'est de dire, voilà, si on prend cette route-là,
C'est par là qu'on va. La politique de l'autruche, c'est assez limite. On est dans le thème. Merci d'avoir écouté cette première partie jusqu'au bout. La seconde partie sera diffusée très prochainement. Mélodie nous parlera des conséquences de ce changement climatique pour nous, notamment sur notre santé, mais aussi les impacts à l'échelle locale en France. À bientôt, au revoir.